Bonjour et bienvenue sur le podcast Nuit douce et parents zen, votre rendez-vous dédié au sommeil et à la parentalité. Je suis Josépha Depay, somnopédagogue spécialisée de l'enfant et j'accompagne chaque jour les familles pour les aider à relever les défis liés au sommeil des petits. Dans ce podcast, je partagerai avec vous mes réflexions sur le sommeil et la vie de parents en m'appuyant sur mon expérience professionnelle. J'aurai également le plaisir d'accueillir des invités pour discuter en profondeur de sujets spécifiques, des témoignages inspirants, mais aussi des discussions avec des experts pour vous aider dans votre quotidien de parent. Bienvenue dans ce premier épisode. Ça fait très longtemps que je souhaitais créer un podcast, peut-être un peu plus de 3 ans. Donc passer à l'action et pouvoir enfin sortir mon tout premier épisode, c'est vraiment gratifiant pour moi. J'espère vraiment qu'il vous plaira autant que j'ai pris du plaisir à le faire. Pour ce tout premier épisode, je souhaite aborder le sujet du sommeil, mais plus précisément la posture du parent. Si vous êtes là sur ce podcast, vous le savez peut-être ou allez le découvrir prochainement, la parentalité est une aventure incroyable qui nous bouleverse psychiquement, émotionnellement et, à mon sens, c'est vraiment toute notre identité qui se modifie. Il y a des moments plus durs que d'autres et nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne sur ce point-là. Il y a des bébés qui vont être, je mets des guillemets, plus difficiles que d'autres. Alors pourquoi je mets des guillemets? Parce que finalement, ce n'est pas le bébé qui est difficile, ça peut arriver, mais plutôt la situation. C'est très subjectif et on va voir pourquoi. On peut dire déjà que chaque bébé est différent et que l'idée n'étant pas de créer une nomenclature des bébés, où il y aurait des bébés compliqués, des bébés faciles. Non, chaque bébé naît avec son histoire, celle de ses parents, ses particularités. Il y a énormément de paramètres qui peuvent entraîner une situation plus difficile avec un nouveau-né. Par exemple, des paramètres environnementaux. Il fait très chaud en plein milieu du mois d'août et votre bébé supporte mal la chaleur. Ça crée une situation où votre bébé va s'exprimer beaucoup en pleurant. Mais ce qui rend la situation plus complexe, c'est la capacité du parent à y faire face. Là encore, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Il y a là encore de nombreux paramètres qui rentrent en compte, comme notre propre histoire, notre tolérance à la fatigue, au bruit, aux pleurs, nos besoins émotionnels du moment, le soutien ou non de nos proches. Et ce qui est vécu par des parents comme une situation complexe ou difficile ne le sera pas vécu de la même manière par d'autres parents. Et c'est vraiment la réflexion que je voulais mener aujourd'hui sur ce premier épisode, car parfois on se sent un peu comme dans un tunnel, sans voir le bout, en se sentant seul et incompris. Alors c'est toujours difficile et délicat de prendre du recul quand on est en plein dans une situation complexe. Mais c'est bien de se dire qu'on vit les choses au travers de notre propre histoire et avec notre regard à nous, sans culpabiliser, hein. On n'y est pour rien. Et tout est OK. En plus de tous ces paramètres, il est important de rappeler que les bébés sont des petits mammifères qui ont la particularité de naître sans être complètement finis. J'entends par là que leur développement psychologique, émotionnel, cognitif n'est pas achevé. Bon d'ailleurs, petit aparté, est-ce que notre développement se termine un jour? Pas sûr. Bon, ici je parle du développement du nourrisson, c'est-à-dire le fait qu'il acquiert une certaine maturation dans son développement, qui lui permettra par exemple de marcher, de parler, de s'autonomiser, de réguler ses émotions, etc. Donc, le nourrisson passe d'un état aquatique dans le ventre de sa maman à un état terrestre par la naissance. Mais ils ont encore besoin de temps pour finir leur développement. C'est vraiment une particularité de l'être humain. En cela, on comprend qu'ils sont dépendants de nous, les adultes, leurs parents, pour survivre. Il est donc question de répondre aux besoins primaires de son nourrisson pour lui assurer sa survie. Et là où je voulais en venir, en m'écartant un petit peu du sujet premier, c'est que le nourrisson, les premières semaines de vie, n'a que ses pleurs pour s'exprimer. C'est son seul moyen pour exprimer sa faim, son besoin de proximité, son besoin de rassurance. Donc il est difficile de concevoir une autonomie du bébé ou de l'enfant quand il n'est pas prêt cognitivement parlant. Donc oui, les premiers mois de la vie d'un bébé, c'est un véritable chamboulement pour les parents. Mais là où il y a une différence qui va jouer sur une situation vécue de telle ou telle manière, c'est en effet la personnalité du parent, son état émotionnel à cet instant, plein d'autres facteurs. J'ai parfois des clients qui me parlent que leur enfant ne dort pas beaucoup comparé à la fille ou le fils d'une connaissance. Alors très souvent, en tout cas dans les cas que je peux recevoir au cabinet, les enfants dorment assez sur la moyenne par rapport à leur âge, dans 99% des cas.
J'ai rarement vu un bébé ou un enfant qui était dans un réel déficit de sommeil, qui aurait pour le coup nécessité une consultation plus approfondie avec un médecin du sommeil ou un autre professionnel de santé. Non, très souvent le bébé dort assez, mais pour autant, le parent a le sentiment que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Bon, bah, parce que la situation peut être vraiment difficile, avec des endormissements longs, des multiples réveils, etc. Ce qui justifie souvent la consultation. Mais surtout parce que le parent se compare. C'est là, ici, le piège. Et vous allez voir le lien avec ce que je disais précédemment. Premièrement, on peut dire qu'on compare des situations qui sont totalement différentes et pour le coup peu comparables. Parce qu'on n'a pas le même bébé, on n'a pas la même histoire du côté des parents, et donc pas les mêmes façons de concevoir l'éducation. On n'a pas les mêmes armes, les mêmes ressources disponibles. Deuxièmement, quand vous parlez avec votre voisine qui a accouché en même temps, par exemple, et qu'elle vous dit que tout est merveilleux, que son enfant dort super bien, elle ne vous dit peut-être pas qu'elle se réveille encore 4 fois la nuit, que son bébé met 1 heure à s'endormir. Pourquoi? Parce qu'elle veut donner l'image d'une super maman qui gère tout. Bon, ça peut arriver parfois, mais je dirais quand même que la plupart des cas, c'est parce que cette mère, ce père, peu importe l'exemple, vit vraiment cette situation comme ça. Parce que ce qui peut vous poser un souci n'en est pas un pour votre voisin ou votre voisine. Parce que pour cette personne, endormir son bébé pendant 1 heure, c'est OK. Ce n'est pas perçu comme quelque chose de problématique. Ou que les réveils tétines ou tétés sont bien tolérés et sont pas perçus comme quelque chose de négatif par le parent. Attention, je ne dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises manières de faire avec le sommeil. Non, non, c'est juste un exemple. À mon sens, il y a autant de manières de faire qu'il y a de bébés. C'est pour cela que l'accompagnement au sommeil doit être du sur-mesure et qu'il n'y a pas de méthode qui pourrait s'appliquer à l'ensemble de la population. Donc voilà pour cette première conclusion. Attention aux comparaisons, car elles sont toujours biaisées par plein de facteurs et de perceptions différentes. Après, bon, les cas où les bébés font leur nuit dès la maternité, s'endorment seuls dans leur lit, font 5 heures de sieste, etc., ça existe. On va pas se mentir, ça existe, mais c'est plutôt rare que courant, donc ça fait du bien aussi de se le dire. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais des pleurs du bébé comme quelque chose de normal, comme moyen d'expression. C'est tout simplement pour assurer sa survie. Il en va de même pour les réveils nocturnes qui sont tout à fait normaux chez le bébé. C'est une question de survie. Je m'étalerai sur ce sujet de la survie du nourrisson dans un autre épisode que je vais vraiment dédier à ça car il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Donc ce qu'on peut dire, c'est que chaque parent va vivre les choses de manière totalement différente et qu'il n'y a pas de problème avec ça. C'est aussi important d'en avoir conscience. C'est que c'est OK de ne pas bien vivre une situation, de se sentir dépassé, d'avoir besoin d'aide. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et ça permet de faire une transition sur ce sujet de la posture du parent qui est importante. Tous les sentiments sont légitimes. Et oui, parce que c'est le principe d'une émotion. Elle est là et nous la vivons. Parce que notre cerveau et notre corps réagissent à une situation. C'est ce qui déclenche l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Donc à quel moment c'est intéressant de consulter un professionnel? Là j'englobe toutes les pratiques, ou bien quand seulement vous, vous en ressentez le besoin. Quand la situation que vous vivez vous pèse, que vous ressentez le besoin de vous faire accompagner. Que ce soit sur le sommeil de votre enfant, mais aussi sur tous les sujets de la vie d'ailleurs. Il n'y a pas de classement des personnes plus légitimes à consulter, pas de classement de souffrance, car tout est subjectif et propre à chacun. Ce que vous ressentez est légitime. Et c'est OK. Dans un prochain épisode, je continuerai cette réflexion de la posture du parent qui joue beaucoup aussi sur la réussite de l'accompagnement au sommeil. On parlera prochainement des idées reçues sur le sommeil du bébé et bien d'autres sujets encore, donc n'hésitez pas à activer les notifications et à vous abonner à ce podcast. J'espère vraiment que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec moi sur les différentes plateformes. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Se faire accompagner peut tout changer.